Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. Première étape de la tournée africaine du chef d'État français Emmanuel Macron à Libreville, au Gabon, pour participer au One Forest Summit. L'événement international consacré à la protection des forêts tropicales s'est ouvert hier dans la capitale gabonaise. Au Nigeria, au lendemain de la victoire à la présidentielle du candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, la contestation monte à Yola, fief de l'opposant Atiku Abubakar. Ses partisans dénoncent des manipulations de vote. Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Depuis mercredi, plusieurs pays africains ont décidé de rapatrier leurs ressortissants suite aux propos négrophobes tenus par le président tunisien Kais Saied. Nous ferons un détour par Conakry pour revenir sur l'arrivée d'une cinquantaine de Guinéens. Je vous le disais en titre, c'est la première étape de sa mini-tournée africaine de 4 jours. Le président Emmanuel Macron a atterri hier soir à Libreville au Gabon pour participer au sommet One Forest Summit. Cette tournée, qui le conduira ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC, devrait lui permettre aussi d'asseoir les nouvelles bases des relations entre la France et le continent africain. Laurent Leleu. Il était aux alentours de 19h quand Emmanuel Macron a atterri à Libreville au Gabon pour une tournée de 4 jours en Afrique centrale. La veille, lors de son discours sur la nouvelle politique africaine de l'Hexagone, le président français avait dévoilé les contours diplomatiques, géostratégiques et militaires de ce déplacement, vu comme le point de départ d'une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent, où le ressentiment anti-français ne cesse de croître. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Le climat, justement, il en sera question lors du sommet sur la préservation des forêts du bassin du Congo, co-organisé par la France et le Gabon, auquel les deux chefs d'État, accompagnés de plusieurs autres dirigeants africains, participeront. Une présence qui n'est pas anodine. Le Gabon est considéré comme précurseur dans la gestion durable des forêts et la protection de la biodiversité, un capital forestier qu'il est indispensable de protéger. Souvent, on a donné le sentiment dans les grands sommets internationaux qu'au fond, les pays du Nord avaient vocation à mettre des contraintes, mais ne reconnaissaient pas forcément le travail qui avait déjà été fait par les pays du Sud, en particulier en Afrique, et de récompenser les comportements vertueux. Par opposition avec d'autres comportements, il y a d'autres choix qui ont été faits par d'autres pays. Il y a des pays qui ont laissé détruire leurs forêts, laissé détruire leur faune. Et donc je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait ici qui ne nous a pas attendus, qu'on a aidé, accompagné, mais il faut en reconnaître les auteurs. Emmanuel Macron effectue son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Il s'agit de la première visite d'un président français au Gabon depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2010. Le chef de l'État français se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo jusqu'à samedi soir, avant un retour dimanche matin à Paris. Et restons au Gabon. Après l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième plus vaste massif forestier sur Terre. C'est le cœur vert de l'Afrique, un poumon vital pour le climat selon les scientifiques. Sa protection est au centre du One Forest Summit qui se tient actuellement au Gabon. Les détails avec Mathieu Nicolas. Avec ses 220 millions d'hectares de forêt, il constitue le plus grand massif forestier de la planète après l'Amazonie. Il s'agit du bassin du Congo. S'il s'étend sur plusieurs pays d'Afrique centrale, il couvre près de 90% du territoire du Gabon. Depuis mercredi, sa préservation est au cœur du One Forest Summit. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour attirer l'attention des populations sur l'importance de cette forêt justement qui, je leur rappelle, fait notre fierté. Avoir une forêt comme ça en pleine capitale, il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui l'ont. Bien moins connu que la forêt amazonienne, le bassin du Congo constitue pourtant un immense puits de carbone et une source de nourriture pour de nombreux êtres humains. Au total, il représente 10% du CO2 capté par les végétaux dans le monde. L'Amazonie est devenue émetteur de CO2 net.
alors que les forêts du bassin du Congo sont toujours des puits de carbone. Donc c'est cette différence qui fait qu'aujourd'hui, on considère que le bassin du Congo, c'est le seul poumon aujourd'hui qui fonctionne encore, contrairement au bassin amazonien qui commence à émettre une partie du carbone. La préservation du bassin du Congo revêt un enjeu environnemental mais également économique. L'objectif du sommet est d'allier préservation et exploitation des forêts et s'assurer que les bénéfices aillent à la population locale. Autre objectif affiché, trouver des solutions pour inciter financièrement les pays du Sud à préserver leurs forêts afin de maintenir leur rôle de puits de carbone. Et depuis Libreville, la capitale gabonaise, le président Emmanuel Macron s'est exprimé en marge du sommet sur la protection des forêts. Il est notamment revenu sur les relations entre l'Afrique et la France. Et pour lui, l'ère de la France-Afrique est révolue. Écoutez. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. C'est une lettre classée confidentielle et révélée ce mercredi qui pourrait mettre le Mali dans une position délicate. Dans cette lettre, le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, s'adresse au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, au sujet de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Il accuse de violation répétée l'un des signataires de l'accord, la coordination des mouvements de l'Azawad, alliance de groupes indépendantistes et autonomistes, et va jusqu'à remettre en cause les accords. Depuis plusieurs mois, l'Algérie essaie de rétablir le dialogue entre les deux parties et de sauver cet accord de paix plus que jamais menacé. Au Nigeria, la colère gronde dans le rang des partisans de l'opposant Atiku Abubakar, alors que les résultats annoncés par la CENI donnent le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, vainqueur de la présidentielle de samedi dernier. La contestation monte à Yola, fief de l'opposant. Ses partisans dénoncent des manipulations de vote. Mathieu Nicolas. L'amertume, c'est le sentiment qui règne à Yola. Dans ce fief de l'opposant Atiku Abubakar à l'est du Nigeria, les habitants comptaient sur le scrutin du 25 février pour voir leur candidat se hisser à la présidence du pays. C'était la 6e fois qu'il se présentait à la magistrature suprême. Finalement, c'est Bola Tinubu du parti au pouvoir qui l'a remporté selon les chiffres de la commission électorale indépendante. Quelques heures après l'annonce des résultats, les partisans du PDP ne digèrent toujours pas la défaite. Cette fraude est agaçante. Si je dois vous dire comment je me sens si mal. Mais je comprends. J'ai oublié que ce pays est une fraude. Dans son ensemble, c'est une fraude. La colère, elle est surtout provoquée par les défaillances du système de vote. Même si le vote de samedi s'est globalement déroulé dans le calme, des retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, expérimentés pour la première fois au niveau national, ont alimenté les inquiétudes et des accusations de fraude contre l'APC. C'est à eux d'utiliser le système d'authentification des électeurs qui n'a pas été utilisé. De nombreuses personnes ont été arrêtées. Ils étaient là, ils peuvent voir leurs photos, ils auraient pu les autoriser à voter, mais ils les ont renvoyés et certaines personnes ont été arrêtées. Donc le travail qui avait été fait précédemment a été tronqué et il s'est passé beaucoup d'autres choses. Alors comment ont-ils obtenu ce nombre de voix? C'est très louche. Les responsables électoraux espéraient que les nouvelles technologies contribueraient à rendre l'élection plus transparente, en vain. Comme Atiku Abubakar, Peter Obi du Parti travailliste qualifie le scrutin de samedi d'imposture. Les deux candidats d'opposition peuvent encore saisir les tribunaux pour contester ce scrutin. Quant au président élu du Nigeria, Bola Tinubu,
Il appelle les partis d'opposition à accepter les résultats pour épargner au Nigeria une crise post-électorale. Et au lendemain de la proclamation de la victoire de Bola Tinubu comme président du Nigeria, ses opposants fulminent. C'est le cas de l'outsider de la présidentielle, Peter Obi, qui a remporté la ville clé de Lagos et qui a déclaré vouloir saisir la justice pour contester les résultats. On l'écoute. Comme vous le savez, cette élection n'a pas respecté les normes minimales attendues d'une élection libre, transparente, crédible et équitable. Elle restera comme l'une des élections les plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le bon peuple du Nigeria, qui travaille dur, a encore été volé. Et alors que les contestations montent dans un nouveau discours fédérateur, le président nouvellement élu du Nigeria, Bola Tinubu, a appelé mercredi ses rivaux à travailler ensemble pour relever le pays. Je vous propose de l'écouter. À ceux qui ne m'ont pas soutenu, je demande de ne pas laisser la déception actuelle vous empêcher de prendre conscience des progrès nationaux historiques que nous pouvons réaliser en travaillant ensemble. Nous devons nous donner la main dans cet effort commun pour faire avancer cette nation. En un mot, je vous demande de travailler avec moi. Je suis peut-être le président en élection, mais j'ai besoin de vous. Plus important encore, le Nigeria a besoin de vous bien plus encore. Et quelques jours après les déclarations négrophobes du président tunisien Kais Saied, la Guinée a décidé de rapatrier ses ressortissants. Mercredi, ils étaient donc une cinquantaine ayant fui la Tunisie après les attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne avoir été accueillis à Conakry, Souiles Bay. Drapeau guinéen sur le dos, son bébé à la main, elle est la première passagère à fouler le sol guinéen. Au bas de la passerelle, le chef de l'État guinéen en personne. Mamadi Doumbouya a tenu à venir lui-même accueillir ses compatriotes rapatriés de la Tunisie. Ils sont une cinquantaine au total. Ils ne se sentaient plus en sécurité depuis les propos négrophobes du président tunisien. Le gouvernement guinéen a décidé de voler à leur secours. D'abord, on a pu retrouver 181 personnes. Les autres sont en train de rejoindre l'ambassade. Mais aujourd'hui, on a pu transporter 49. Ceci a été possible grâce au président de la transition. Nous sommes allés les chercher, nous les avons ramenés sains et saufs. Ça veut dire simplement que la doctrine prônée par le chef de l'État reste en vigueur. Selon les témoignages, le traitement réservé aux ressortissants subsahariens en Tunisie continue de s'aggraver. Malgré l'appel du président tunisien à protéger les migrants en situation régulière, sur le terrain, ceux-ci ne bénéficient d'aucune protection. Emprisonnement, agression, expulsion, licenciement et insultes, sans distinction, ces violences visent tous les subsahariens. Depuis le 14 février, la situation est très difficile à Tunisie. Nous vivons dans l'enfer. On ne sort pas. Les gens qui ont des papiers, ils perdent de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers, donc ils perdent de sortir. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent, ils nous mettent en prison. Vous savez, les gens sont en train de dire de rapatriement, mais ceux qui ont dit rapatriement, si on t'a pris, on envoie au moins à l'aéroport. Mais ils ont préparé une spéciale prison pour les subsahariens. Lorsqu'on attrape, on met là-bas. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison. Il s'agit du premier vol de rapatriement depuis le discours il y a une semaine du président tunisien Kais Saied. En réaction à la crise, d'autres pays d'Afrique subsaharienne procèdent en urgence au rapatriement de leurs ressortissants présents sur le sol tunisien. C'est le cas du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et comme nous venons de l'entendre, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont décidé de rapatrier leurs ressortissants de la Tunisie. Abidjan a annoncé mercredi avoir enclenché des opérations de retour qui devraient permettre à 500 Ivoiriens de revenir dans leur pays d'origine. Selon le gouvernement, l'opération coûtera au Trésor national au moins 1 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour.
notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc, de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. L'examen de la réforme des retraites qui se poursuit au Sénat, le bilan qui s'alourdit après la collision meurtrière en Grèce et les membres du G20 qui condamnent la guerre en Ukraine, c'est le reste de l'actualité réalisée par Mathieu Nicolas et Noël Dong. Coup d'envoi ce jeudi au Sénat du débat sur la réforme controversée des retraites en France. Un début attendu plus pondéré qu'à l'Assemblée. Mais si la majorité de droite y est favorable, la gauche est déterminée à s'y opposer. D'ici au 12 mars, plus de 4700 amendements devront être examinés. Les premiers échanges s'organiseront notamment autour du stratégique 7 mars, date du blocage du pays auquel appelle l'intersyndicale contre le recul de l'âge de départ à 64 ans. L'ensemble des syndicats de la SNCF et de la RATP souhaitent une grève reconductible à partir de cette date. Alors qu'une réunion du G20 présidée par New Delhi a eu lieu jeudi, la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine. En revanche, la Russie et la Chine se sont une nouvelle fois désolidarisés de cette condamnation. Les États-Unis et leurs alliés européens ont tenté de profiter de cette réunion pour essayer de maintenir une pression la plus large possible sur Moscou. La Russie a de son côté accusé l'Occident de transformer l'ordre du jour de cette réunion en farce et a déclaré que les délégations occidentales voulaient rejeter la responsabilité de leurs échecs économiques sur Moscou. 2 jours après l'accident meurtrier de Larissa en Grèce, le gouvernement s'explique. Ce jeudi, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a admis que la collision meurtrière des 2 trains mardi soir est due à une tragique erreur humaine. Une tragédie qui a fait au moins 46 morts et plusieurs dizaines de blessés. Plus tôt dans la journée, le ministre des Transports avait annoncé présenter sa démission après cet accident entre Athènes et Thessalonique dans le nord du pays. Le chef de la gare de Larissa, la ville la plus proche de l'accident, a été arrêté. Il est poursuivi pour homicide par négligence. Il s'agirait du pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu. Nuisances sonores, défrichage ou collision avec des animaux. En Ouganda, l'ONG Pro-Diversity conservationniste met en garde contre les effets néfastes de l'exploration pétrolière sur la biodiversité du parc naturel des Murchison Falls. Laurent Leleu. À 250 km de Kampala, la capitale de l'Ouganda, se trouve le plus grand parc naturel du pays, Murchison Falls, un site exceptionnel de biodiversité qui héberge plus de 64 espèces de mammifères dont le très rare rhinocéros blanc en cours de réintroduction. Cet écrin pour la faune et la flore regorge aussi de ressources pétrolifères importantes à l'origine des projets Tinenga et Akop, actuellement en cours de construction. Un projet qui ne peut avoir que des effets néfastes sur la biodiversité du parc, selon plusieurs ONG. L'environnement comprend 2 parties. Nous pouvons avoir des effets tels que la perte de biodiversité défrichée par la construction de routes et de plateformes. Et bien sûr, s'il n'y a pas de réhabilitation, alors vous perdez cette biodiversité, vous perdez cette végétation. Et cette végétation est également un habitat pour certains des petits êtres vivants. Ce projet pétrolier porté par Total Energy a dépassé les frontières de l'Ouganda. En France, fin 2022, déjà, une action de désobéissance civile interconfessionnelle avait été organisée par les associations écologistes Green Faith et Extinction Rebellion Spiritualité pour faire entendre leur voix contre ce projet d'oléoduc de Total en Ouganda. Nous nous opposons à ce projet en particulier parce que, entre guillemets, il coche toutes les cases du pire. Il coche les cases du pire sur le climat, sur les droits humains, sur la biodiversité. Et on a été interpellés par nos sœurs et frères en Ouganda et en Tanzanie. Donc nous, on est ici, là, à Paris, en solidarité avec ce qui se passe en Afrique de l'Est, où des croyantes et des croyants s'opposent localement. En 2019, les Amis de la Terre, Survie et 4 ONG ougandaises avaient assigné le groupe Total pour ne pas avoir, comme la loi l'exige, prévenus des risques que font peser leur activité autour de ce projet sur les droits humains, la santé et l'environnement. Mardi 28 février, un tribunal français a rejeté la plainte de ces 6 ONG, leur reprochant indirectement
de ne pas avoir suffisamment exploré la voie du dialogue avec le géant pétrolier avant de saisir la justice. Détour culturel à Rabat au Maroc à présent, où l'Institut du monde arabe a présenté depuis mercredi une sélection de sa collection d'art contemporain sur les avant-gardes arabes. C'est la première exposition du genre à l'étranger pour l'institution basée à Paris. Elle est organisée en partenariat avec la Fondation nationale des musées du Maroc. Soules Bailly. Cette œuvre immortalisée par cette jeune femme fait partie de l'exposition Modernité arabe. Au total, 116 œuvres d'artistes originaires de 16 pays arabes sont exposées ici, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, toutes issues de la collection du musée de l'Institut du monde arabe. C'est la première fois que l'Institut du monde arabe inaugure une exposition en dehors de l'Hexagone. Nous présentons une exposition sur les modernités arabes, c'est-à-dire une sélection importante d'œuvres très majeures d'artistes qui ont fabriqué l'art moderne et contemporain arabe. C'est la première fois que le Maroc présente à ses publics ce récit qui montre l'extraordinaire force, la qualité, le niveau d'un monde de talent qui, malheureusement, de mon point de vue, reste encore pas assez connu en Occident. Principalement composée de peintures, mais aussi de sculptures, de photographies et d'œuvres graphiques, l'exposition couvre une période qui s'étend de 1945 à nos jours. Cette exposition est importante, car c'est la première fois qu'une telle exposition est présentée dans le monde, en dehors de l'Institut du monde arabe. Même l'Institut du monde arabe n'a pas présenté cette exposition. Et de voir maintenant qu'on rend aussi justice à ces artistes fabuleux, qui sont les artistes arabes, qui ont travaillé depuis des années. Et je trouve que c'est une juste reconnaissance. Ça démarre dans un pays comme le nôtre, de Rabat, ville lumière, capitale de la culture. Cette inauguration intervient alors que les relations diplomatiques entre la France et le Maroc ne sont pas au beau fixe ces derniers temps. L'exposition de Rabat s'achève le 15 juin. La collection sera ensuite exposée dans d'autres musées du royaume chérifien, situés dans les villes de Tanger et Marrakech. Et on se quitte sur ces images de Inis Henley au Royaume-Uni, où les voyageurs ont eu le privilège de découvrir des planètes et des étoiles filantes qui parsèment le ciel. Un spectacle qui s'est poursuivi avec des aurores boréales et qui vaut à cette petite île galloise une consécration internationale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, continuez à vous informer sur Télésud.